Salut à tous, c'est Julie Yemolo. Aujourd'hui, je vais vous parler des championnats du monde Ironman 73 qui viennent de se dérouler à Lahti, en Finlande. Raconte-nous un petit peu la natation. On sait que cette année c'était un départ ponton avec seulement les 10 premiers numéros de la start list qui étaient appelés. Donc comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai, départ ponton, c'est assez original sur le triathlon longue distance, on n'a pas trop l'habitude. Moi, j'ai connu ça pas mal sur le triathlon courte distance et c'est le départ que je préfère. C'est celui où je m'en sors le mieux. Donc ça ne me dérangeait pas, au contraire. Mais la question elle allait être voilà, par rapport au placement, puisque seules les 10 premières étaient appelées. Ensuite, il fallait se faire sa place sur la ligne de départ. Donc moi, j'ai choisi d'aller le plus à gauche possible, là où il y avait pas mal de favorites. Je crois qu'il y avait Taylor Knibb, j'ai vu aussi Holly Lawrence. Et ça s'est plutôt bien passé, je crois que j'étais la 6e fille en partant de la gauche. J'ai fait un bon départ, rapidement je me suis retrouvée hors du paquet, donc c'est cool parce que ça m'a permis de ne pas trop subir la bagarre et pas trop prendre de coups. Et au bout de quelques mètres, je me retrouve dans les pieds de Taylor Knibb, donc je me dis génial, je suis au bon endroit, c'est parti, il faut suivre. Bon, en pratique, je n'ai pas suivi très longtemps, j'ai décroché les pieds. Et en fait, il n'y a que quelques athlètes qui ont réussi à suivre son rythme pendant la partie natation. Je crois qu'elles sont 5 ou 6 dans le groupe à la sortie de l'eau en tête de course. Et moi, j'étais dans le groupe de derrière. En fait, il y avait 3 virages à prendre sur le parcours et j'ai mené en fait le groupe de chasse jusqu'à la moitié. Et ensuite, j'étais plutôt dans les pieds. Je me suis dit, euh, pourquoi je devrais faire tout le travail devant? Il n'y a pas de raison, non, si tout le monde peut se reposer dans les pieds, j'ai qu'à essayer de faire pareil. Donc voilà, je sors dans le groupe de tête à la poursuite des 5 ou 6 échappés. Et je crois qu'on est à 48 secondes ou quelque chose comme ça de la tête de course. Et donc dans le groupe dans lequel je suis, il y a quand même pas mal des favorites, puisqu'il y a Holly Lawrence, il y a aussi Daniela Ryf, Elise Salthaus. Et voilà, on est un groupe d'une dizaine, je crois, environ à la sortie de l'eau. Et ensuite, c'est parti, transition rapide. Pour ne pas perdre trop de temps, cette fois, j'ai décidé de ne pas mettre de chaussettes. Voilà, pour ne pas perdre du temps inutilement à la première transition. Raconte-nous un petit peu le vélo. On sait que là c'était un parcours plat, relativement plat avec quelques petites bosses mais un dénivelé assez faible. Donc ça a forcément engendré une dynamique de course un petit peu différente des années précédentes, surtout avec la densité dont tu as parlé tout à l'heure. Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, effectivement, pour moi, le vélo aujourd'hui, c'était un peu différent des 2 championnats du monde que j'ai connus les années précédentes, dans lesquels je m'étais rapidement retrouvée seule en vélo ou avec juste 1 ou 2 athlètes. Là, c'était pas le cas. À la sortie de l'eau, on a un groupe d'une dizaine en fait à partir sur le parcours vélo et ça part avec quasiment 30 km de ligne droite en fait, tout simplement. Donc ça roulait plutôt voilà, en file indienne, mais dans les bosses, il y en a qui se rapprochaient un petit peu. Moi, j'essayais d'être vraiment vigilante par rapport au drafting parce que c'est ma façon de courir habituelle et je n'ai pas envie non plus de prendre un carton. Donc j'étais assez vigilante, plutôt à l'arrière du groupe pour ne pas me laisser emporter. Après, il y en a beaucoup qui essayaient de se replacer. Pas tout le monde se la jouait de la même façon, on va dire, par rapport au drafting et aux règles. Mais bon, jusque-là, ça allait très bien. Donc je suis dans le pack jusqu'au 30e kilomètre, au moment où on change de route. Là, on est sur des très bonnes bases. Je savais que ça allait être un parcours rapide et j'avais envie d'essayer de m'approcher de mon meilleur temps que j'avais fait à Dubaï en 2021. Je savais que je pourrais rouler sûrement moins de 2h20. Voilà, j'avais envie de faire le mieux possible. Et là, on avait 42 de moyenne, donc c'était super. On partait très bien. Puis ensuite, le parcours était quand même un petit peu plus difficile avec plus de dénivelé, donc forcément la vitesse a chuté. Et rapidement, en fait, le groupe va s'étaler, enfin voilà, ça se sépare un petit peu dans chaque bosse, dans chaque relance. Moi, je me retrouve rapidement seule, je mène un petit peu. Enfin voilà, c'est pas spécialement dense, pas autant qu'au début. Et ensuite, au niveau du 45e kilomètre, là, il y a la première tente de pénalité. Et je vois un paquet de monde qui s'arrête, beaucoup de favorites. Je vois Holly Lawrence, je vois Elise Salthaus, il y en a même qui ont pris 2 pénalités. Donc je me dis, waouh, c'est vraiment le bazar cette course. Mais moi, de là où j'étais, c'était pas non plus incroyablement différent de d'habitude. Et puis j'étais rapidement, on va dire, un peu détachée, quoi. J'ai pas non plus suivi les meilleurs tout le long.
Et du coup, suite à ça, je me retrouve vraiment plus esselée encore. Et je roule plusieurs kilomètres toute seule, des dizaines de minutes toute seule. Et au niveau du kilomètre 62, en fait, je reçois un carton bleu. Donc c'est une pénalité pour drafting de 5 minutes. Là, à ce moment-là, je ne comprends pas trop pourquoi, mais c'est comme ça, c'est la règle. Il n'y a pas de questions à poser et je dois m'arrêter à la prochaine tente qui est au kilomètre 89, donc juste avant l'aire de transition. Donc là, en fait, ça m'a mis un petit coup moral parce que franchement, sur le coup, je l'ai vécu comme une injustice et j'avais plus trop envie de me battre en sachant que voilà, ma course, elle était un peu morte avec 5 minutes de perdu. Donc j'essaye de rester impliquée, mais c'est pas facile. Je roule quasiment seule jusqu'à la fin. Et puis du coup, je m'arrête à la tente de pénalité numéro 2, 5 minutes. Donc là, c'est long, il y a du monde qui passe. Mais bon, voilà, premier carton pour moi pour drafting. Franchement, je m'y attendais pas. Je suis très vigilante à ça et je fais vraiment gaffe de ne pas dépasser les limites et de vraiment respecter les règles. Et je pense qu'il y a beaucoup de cartons qui ont été distribués aujourd'hui. Certains qui sont peut-être mérités, d'autres un peu moins. J'ai peut-être fait partie de ceux qui ont pris un peu pour tout le monde. Voilà, j'espère que c'était la première et dernière fois. En tout cas, ça fait pas plaisir et j'ai essayé de rester impliquée malgré tout après sur la fin de la course. Voilà, assez décevant, franchement, je m'y attendais pas. Surtout que je fais partie des personnes qui sont souvent pénalisées par le drafting puisque je sors 90% du temps à l'avant de la course. Donc c'est plus souvent moi qui suis pénalisée par les gens qui rentrent en draftant que l'inverse. Mais bon, c'est comme ça. Je suis assez déçue, mais ça fait partie des choses que je ne peux pas contrôler. Ça ne dépend pas de moi. Mais bon, j'espère que ça ne se reproduira pas et j'espère aussi que les prochaines années, sur les grands championnats comme ça, voire sur toutes les courses, il y aura le matos qu'il faut pour que ça soit arbitré de façon vraiment fiable. C'est pas pour dire que le travail des arbitres n'est pas fiable, mais c'est un être humain qui apprécie une distance à vue d'œil depuis une moto. Donc peut-être qu'il y a des gens qui méritent vraiment des cartons. Parfois, des fois, je pense que c'est pas justifié. Donc si on a du matos qui contrôle ça, ça sera au moins juste pour tout le monde. Donc j'espère pouvoir faire des courses comme ça et pas revivre ce genre de situation. Et à l'issue de ces 5 minutes de pénalité, donc tu termines ton parcours vélo puisque tu devais faire la pénalité à la première tente qui était au milieu du parcours. Comment tu as abordé la course à pied en sachant que voilà, tu avais perdu 5 minutes sur le vélo et que tu sortais d'Embrun, donc avec pas forcément autant de vitesse que ce que tu aurais voulu sur un 73. Ouais, c'est ça, j'avais peur de pas trop être à mon meilleur niveau sur la partie course à pied, mais en fait, à la pénalité, j'ai essayé de faire un peu un reset dans ma tête et de pas y penser. Et je me suis dit qu'il y avait quand même sûrement des écarts qui étaient déjà assez importants. Je m'imaginais difficilement rattraper des places, vu que je venais de faire Embrun et tout ça. Donc j'ai essayé sur la course à pied plutôt de me concentrer sur moi et de mettre en place des choses voilà, dans mon attitude, dans le fait d'essayer de faire un premier tour sur des bonnes bases, quitte à peut-être pas avoir le niveau pour assumer sur le deuxième. Et ouais, j'ai essayé de partir vite et de ne pas penser à la pénalité. En fait, j'ai essayé de le mettre derrière moi parce que même si voilà, je trouvais ça injuste, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Et puis c'est trop tard, c'est fini. Donc go, on passe à autre chose, course à pied, concentré. Le parcours était quasiment simple à résumer. C'était une longue montée, un faux plat, descente et du plat. Donc c'était bien parce que c'était assez segmenté aussi dans ma tête. Donc voilà, j'ai essayé de me concentrer sur moi et de faire du mieux possible avec les jambes qui me restaient après Embrun. Et puis voilà, en sachant que la course était un peu torpillée par la pénalité, mais voilà, sans penser trop à la place, sans penser à la vitesse autant, plus de me concentrer sur ce que je mets en place. Ouais, donc raconte-nous un petit peu comment s'est passée la course à pied sur ces 2 tours assez vallonnés. Ouais, donc du coup, premier tour, j'avais quand même les jambes bien fatiguées du vélo et aussi d'Embrun, je pense quand même. Donc c'était assez difficile, mais j'ai essayé de ne pas penser à la distance et puis de me dire que j'avais fait bien pire quelques jours auparavant. Donc premier tour, on va dire que les sensations, même si ce n'étaient pas les meilleures que j'ai pu connaître sur un 73, elles étaient assez correctes. Par contre, deuxième tour, ça a commencé à être beaucoup plus compliqué musculairement. Là, c'était assez chargé. Je subissais pas mal au niveau des ischios et des mollets dans les montées. Et même si d'habitude c'est plutôt quelque chose que j'aime bien, là les descentes ça passait plus trop pour mes quadris non plus. Je crois que mes jambes elles m'ont dit bon écoute c'est bon là tu nous as fait trop courir récemment, il y en a un peu marre. Et puis globalement il n'y avait plus trop d'enjeux non plus sur le dernier tour. Donc j'avais du mal à passer encore au-dessus pour me rentrer dedans pour au final pas grand chose à aller chercher. Donc le deuxième tour c'était plutôt en mode survie parce que ouais, entre la pénalité et les jambes qui sont pas trop au rendez-vous sur la course à pied,
Franchement, la course, ça me faisait plus trop rêver, mais j'avais pas envie de ne pas finir un championnat du monde. Donc il n'y avait pas cette question-là d'abandonner dans ma tête. Je l'ai tout de suite sorti, pas de doute, c'est pas une option. Mais bon voilà, j'ai fini pour finir et pas fini avec le plus grand plaisir. Bon, à la fin, il y avait quand même un petit peu de stress encore, hein, à croire que j'aime bien finir les courses au sprint, même sur le longue distance, parce que j'en avais 2 derrière, vraiment pas très loin pour le finish. Mais bon voilà, j'ai réussi à finir du coup 36e. Alors sur le papier, ça me fait pas trop rêver, hein. Franchement, si j'avais su que je ferais 36e, je me serais pas embêtée autant à venir à l'ATI ou même à essayer de me qualifier. Mais quand je prends du recul, je réfléchis, j'ai fait Embrun 11 jours avant, déjà c'est pas mal d'enchaîner les deux. Et puis en fait, voilà, je l'abordais pas comme l'objectif de l'année, j'attendais pas d'être à mon meilleur niveau aujourd'hui, donc je peux pas être déçue puisque j'en attendais pas le meilleur. Donc c'est pas si grave, et puis ça reste quand même un championnat du monde. J'ai quand même fait partie de la course sur la partie nat vélo, jusqu'à forcément ce carton, parce qu'après 5 minutes on est out. Donc voilà, je suis quand même assez contente. Ça aurait pu être bien pire. Après mon premier full, j'aurais pu ne pas marcher pendant 4 jours et être complètement en canard sur la course. Donc j'essaie de voir le positif là où il y en a, même s'il n'y en a pas toujours autant à prendre selon les courses. Mais bon voilà, j'essaie de rester positive. C'est une expérience parmi d'autres et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, donc tu nous as dit que tu avais eu un carton bleu, on a eu d'autres Françaises aujourd'hui qui ont reçu la même sanction. On espère pas de Français demain qui reçoivent la même chose. L'an dernier à Kona, on a vu pas mal de Français aussi devoir s'arrêter à l'attente de pénalité sans forcément avoir beaucoup d'explications de la part des arbitres. Alors des fois sur les réseaux sociaux on lit sur les commentaires que voilà, les Français sont maltraités à l'étranger par les arbitres. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense pas que les Français soient maltraités par les arbitres. Aujourd'hui ça a cartonné et toutes les nationalités confondues et aussi des très grands noms, parce que je pense que certains se disent un peu ouais les super top athlètes ils se feront jamais cartonner, pas du tout. Là aujourd'hui ils se sont fait massacrer, il y en a même qui ont pris 2 pénalités. Donc je pense que là aujourd'hui il n'y avait pas de traitement de faveur, mais je pense justement que là les arbitres aujourd'hui ils voulaient prouver qu'ils étaient sérieux et que ça cartonnait, Donc je pense qu'aujourd'hui ils ont exagéré le trait pour pas qu'on dise que leur parcours trop plat ça a fait drafter. Donc là aujourd'hui ils ont mis le paquet. Donc moi je trouve que j'ai fait partie des victimes collatérales. Après non, je pense pas qu'il y ait de problème envers les Français à l'étranger, ça je suis pas d'accord. Par contre, je pense que certains Français ont pas bien compris les règles. Peut-être qu'ils parlent mal anglais. En tout cas, moi je parle suffisamment anglais pour bien comprendre les règles. Je pourrais toutes les énoncer, toutes les façons de prendre un carton bleu. Et aujourd'hui, je comprends pas pourquoi j'en ai pris un. Ça c'est mon problème, c'est moi aujourd'hui. Après, peut-être que d'autres athlètes aujourd'hui n'ont pas compris non plus la raison de leur pénalité. Peut-être que certaines se disent oui, je l'ai mérité et je me suis fait choper. C'est pas mon cas. Après, je ne pense pas qu'il y ait de discrimination envers les Français, loin de là. Par contre, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris les règles. Et en tout cas, elles sont très mal appliquées sur les courses françaises. Donc ça, c'est autre chose. Peut-être qu'ils ont l'habitude de courir en France où ils ne sont pas sanctionnés pour des erreurs qui en fait en sont. Et quand ils vont à l'étranger avec des vrais arbitres et des vraies compétitions sur des championnats du monde, ah bah mince alors, on n'avait pas le droit de faire ça, je le fais tout le temps à la maison. Oui, mais en fait à la maison, les courses sont pas tip top. Et par rapport à ce problème récurrent de drafting, alors on va parler du drafting chez les pros, hein, parce que je pense que le drafting chez les amateurs c'est encore une autre problématique et sûrement pas les mêmes solutions. Mais le drafting chez les pros, on entend toujours parler, il y a toujours des polémiques selon les courses, que ce soit sur Ironman, sur Challenge, sur PTO. Il y a toujours cette problématique qui est sous-jacente, quel que soit le niveau de compétition. Là, tu viens d'expliquer que en France, on n'avait pas forcément l'habitude des dynamiques des grandes courses internationales et que du coup, les arbitres qui sont des bénévoles en France ne sont peut-être pas aussi formés à arbitrer des courses professionnelles assez denses. Pour toi, qu'est-ce que ce serait la solution en fait? Parce que ça fait polémique à chaque fois. Donc toi, en tant qu'athlète, comment tu vois ça? Oui, c'est vrai que ça fait polémique à chaque fois, cette question de drafting en pro. Bon, chez les amateurs, ça c'est complètement un autre sujet, j'en parle pas là, c'est pas ça mon propos. Là, moi je parle vraiment des courses pro. Moi je pense que la solution, ce serait d'avoir un outil et que ça repose pas juste sur le libre arbitre des gens qui sont chargés de contrôler ça. Parce que forcément, l'appréciation d'un arbitre qui est un bénévole, qui est placé sur une moto, il ne peut pas mesurer réellement la distance et c'est un peu... Ça va dépendre aussi de son jugement, de sa perception de la course. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment objectif, c'est subjectif. Donc c'est assez difficile d'infliger des pénalités de 5 minutes, qui sont quand même
très conséquente. Enfin, globalement, quand quelqu'un prend 5 minutes, sa course est un peu morte. Donc c'est une sanction qui est très importante sur quelque chose qui ne peut pas être contrôlé de manière objective et ça me dérange un petit peu. Moi je pense que la solution idéale ce serait qu'il y ait un outil et pour ça on l'a vu sur certaines courses déjà, le Race Ranger, le système Race Ranger. Moi je pense que c'est sûrement ça l'avenir ou en tout cas ça permettrait déjà que tout le monde soit traité à la même enseigne. Peut-être que l'outil il n'est pas parfait, peut-être qu'il ne détecte pas 12 mètres et qu'en fait il détecte, il y a une marge d'erreur, mais ce serait la même pour tout le monde. Donc là ça deviendrait juste. Ce qui est embêtant avec les arbitres, c'est qu'ils ne sont pas en train de voir tout le monde en même temps sur la course en permanence. En fait, l'arbitre, il se promène entre la première et la 20e place ou des choses comme ça. Et du coup, forcément, il n'est pas là 24-24, il n'est pas là pendant toute la course. Donc, il peut rater des choses qui méritent une pénalité. Il peut en voir alors que certains ne sont pas vus. Enfin, voilà, je trouve ça trop compliqué. Alors que l'avantage d'avoir Race Ranger, c'est que tout le monde serait traité à la même enseigne. Il n'y aurait pas d'injustice et ce serait plus simple. Sportivement, on se doute de l'intérêt que peut avoir un championnat du monde 73. Mais toi, quel intérêt tu as à venir sur cette course-là? Eh ben, en fait, à la base, moi, c'était mon rêve de courir en pro sur les championnats du monde, de réussir à me qualifier, surtout. En 2021, ça, c'était mon rêve quand je me suis lancée en pro. Et ensuite, d'année en année, c'était un peu une habitude, une course que j'ai l'impression qu'il ne faut pas manquer parce que c'est le rendez-vous annuel. Donc forcément, j'ai envie d'en faire partie. Mais là, maintenant, avec le recul, je commence à me poser la question parce qu'en fait, c'est pas forcément des courses où je m'amuse le plus, puisque ce qui m'amuse, moi, c'est quand même d'être en bagarre, d'être au contact pour la victoire, de jouer les meilleures places. Donc être aux alentours de la 20e ou même de la 30e place, c'est un petit peu moins rigolo. Et financièrement, ça n'a pas d'intérêt non plus, puisque je ne gagne pas d'argent en finissant à ces places-là. Bon, ça se comprend. Mais donc du coup, en fait, ça me coûte de l'argent de me déplacer sur ces championnats-là. Ça m'en rapporte pas et sportivement parlant, c'est intéressant parce que je peux me comparer aux meilleurs. Mais c'est pas très gratifiant non plus parce que oui, je sais que j'ai ma place dans le top 50 mondial, mais savoir si je suis 20e ou 30e, c'est pas toujours... ça me fait pas spécialement rêver. Donc je pense que ces championnats, ils ont une valeur sportive. Oui, ça à 200%, mon avis n'a pas changé là-dessus. Ça reste la course où il y a vraiment le plus de monde au rendez-vous chaque année. C'est cool de se qualifier à ça, mais est-ce que j'ai un réel intérêt à y participer chaque année ? Je ne suis pas sûre. Donc à voir les années prochaines si ça reste dans mes objectifs. J'en suis pas convaincue là tout de suite, mais c'est parce que j'ai pas vécu non plus la meilleure course de ma vie. Donc forcément, ça m'influence un petit peu. Bon, et la suite de la saison, puisqu'on est que fin août, c'est quoi pour toi là? La suite de la saison, alors il faut que je la détermine plus exactement. Donc ça va se faire dans les prochains jours. Tout de suite, je ne suis pas très inspirée. En tout cas, je sais déjà que je serai la semaine prochaine sur le Grand Prix de D1 à Quiberon pour venir en renfort pour l'équipe du TCG 79 Parthenay. Donc je serai avec eux sur cette 4e étape du Grand Prix de D1. Et ensuite, je ne sais pas trop, je pense que je vais faire 1 ou 2 petits triathlons régionaux juste à côté de chez moi. Et ensuite, ça reste à déterminer. Je ne suis pas encore trop inspirée. Je ne pense pas refaire de full cette année. On va y aller doucement quand même et je préfère vraiment bien profiter d'Embrun avant tout de suite de renquiller sur la distance qui demande quand même pas mal d'entraînement. Et voilà, je pense que je vais me remettre à l'entraînement afin de faire des courses de fin de saison. Voilà, bon du coup j'ai testé un nouveau format de vidéo aujourd'hui, un peu question-réponse. Je sais pas si ça vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé et puis sinon je vous dis à bientôt pour la suite et à la prochaine, salut!